Bonjour à tous. On est ravis d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui. On va tous se présenter évidemment. Donc moi je suis Sidonie Viala, je suis la DRH de Foodles. Je vous parle aujourd'hui parce que dans le scope de la RH chez Foodles, il y a la RSE. Et donc on a même notre responsable RSE qui est dans la salle évidemment. Donc on va essayer d'apporter un peu des billes à cette question qui est entre l'innovation et la responsabilité. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer les deux, essayer d'apporter un peu des réponses. Évidemment, on n'a pas la recette magique. On sait qu'on fait face à des enjeux, vous le savez tous, de plus en plus graves et lourds. Donc on se sent tous responsables de changer un peu les choses. Et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, on le sent d'autant plus parce qu'on sait qu'on a potentiellement plus d'impact. Donc on a je pense, dans la fonction de DRH, dans la fonction de responsable RSE, chez les fondateurs, dans toutes les fonctions au sein d'une entreprise, on sent cette responsabilité sur nos épaules et de se dire, du coup, toutes les décisions qu'on prend, évidemment sur nos sujets RSE, mais plus globalement sur notre business, sur la façon d'opérer, sur la façon d'adresser nos clients finaux, etc., peut changer les choses. Et du coup, ça nous force tous à un peu questionner l'ADN de notre entreprise, la proposition de valeur, la façon dont on veut être présent comme acteur sur le marché. Je me suis noté, il est vital que toutes les entreprises passent à l'action. Bon, c'est un peu la phrase bateau, mais ça, je pense que sincèrement, chez Foodles, nous, on se le dit tous les jours, et je pense que mes deux amis autour de la table aussi, et certainement vous aussi dans la salle. Pour Foodles, alors déjà juste pour vous dire un peu ce que c'est Foodles, c'est une solution de restauration alternative avec des frigos connectés. Qui vient en fait apporter une solution flexible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour des entreprises. On travaille uniquement en B2B et qui a 3 avantages. Donc solution très flexible, facile à installer, une solution qui permet de limiter le gaspillage alimentaire avec un algorithme qui permet de remplir les frigos selon des données que l'on a pour limiter au maximum le gaspillage. Et puis aussi tout un environnement en fait le plus responsable possible, avec des livraisons qui sont faites par des personnes qui sont salariées en interne. Toute une réflexion sur notre impact de manière globale par rapport à la solution qu'on propose à nos clients. Et donc, quand cette entreprise a été créée il y a 8 ans par Clément et Michael, je ne faisais pas partie de l'aventure. Ça a été tout de suite un des paramètres de l'équation, de se dire, on sait quel business on veut faire, mais par contre, on ne fera pas de concessions sur nos valeurs et sur la responsabilité que l'on a en tant que fondateur et potentiel développeur de business. Donc, comment est-ce qu'on met en place les choses très tôt pour avoir les bons process, les bons outils, la bonne manière de travailler, les contrôles, etc., qui nous permettent ensuite d'avoir grandi dans l'environnement business, tout en ayant encore un impact limité. Donc c'est des questions que nous, en tout cas que nos fondateurs se sont toujours posées, qu'on continue à se poser tout le temps, et c'est vraiment chouette en fait de développer des projets encore au quotidien avec ce cadran de est-ce que ça va dans le bon sens ou pas, et ça donne vraiment du sens pour tout le monde, pour tous les collaborateurs et pour ce qu'on fait. Donc je vais juste introduire les 2 personnes qui sont à mes côtés, qui sont 2 partenaires de Foodles avec qui on travaille très bien et qu'on aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de valeurs communes. Donc on va commencer par les dames. On va commencer par Héloïse qui travaille chez Vendredi. Elle va se présenter un peu plus particulièrement. Et Laurent qui travaille chez Axio. Voilà. Et alors pourquoi, juste en 2 mots, pourquoi on leur a demandé de nous accompagner aujourd'hui ? On voulait, encore une fois, on a cette démarche assez globale sur notre façon de travailler et de choisir toujours des partenaires qui nous permettent d'être encore meilleurs sur les aspects sociaux, environnementaux, etc. Et donc Vendredi et Axio nous sont apparus comme vraiment des partenaires idéaux pour 2 raisons différentes. Ils vont vous expliquer pourquoi.
Mais voilà, c'est vraiment des gens avec qui on arrive à avancer main dans la main et le même objectif, même si on a des façons, des business models qui ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, peut-être alors, je ne sais pas si vous voulez vous présenter tout de suite ou si vous voulez qu'on passe aux questions. J'ai un petit sujet de micro. Merci Sidonie, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Héloïse, moi je suis responsable de la communication et de la RSE chez Vendredi. Vendredi, on est une plateforme d'engagement pour les entreprises. L'idée, c'est de permettre aux entreprises de mobiliser leurs salariés pour l'intérêt général. Ça se fait en 3 volets. On permet aux entreprises d'informer leurs salariés sur ce que c'est leur démarche RSE, sur leurs actions qu'elles mettent en place. On permet aux entreprises de sensibiliser leurs salariés à ces enjeux avec des parcours de sensibilisation autour des grandes thématiques clés sociales et environnementales. Et enfin, on leur permet de passer à l'action. Donc les salariés peuvent, à travers notre plateforme, choisir tout un tas d'actions solidaires dans des associations ou auprès de l'entreprise en direct pour avoir un impact sur la société. Et en effet, c'est un plaisir de pouvoir intervenir aux côtés de Foodles et Axio parce qu'on a beaucoup de valeurs communes dans notre façon de penser et de voir l'entreprise, en tout cas je crois. Et c'est de ça dont on va vous parler plus spécifiquement et je ne spoile pas le reste de l'échange parce que... Voilà. Donc Laurent. Merci Héloïse. Donc moi c'est Laurent Barbezieux, je suis un des 3 cofondateurs d'Axio. Donc Axios, on est une plateforme pour aider les entreprises à mesurer leur empreinte carbone et ensuite définir des trajectoires de réduction de leurs émissions. Donc on a à la fois une plateforme en ligne et des consultants formés sur ces sujets. Donc tout ce qui est bilan carbone, SBTI, CDP, SNBC, tous ces acronymes barbares, ça c'est notre quotidien. On travaille avec des ETI et des PME assez multisecteurs. Par contre, on est vraiment sur la partie carbone, qui est un sous-ensemble de l'environnement, qui est un sous-ensemble de la RSE. Donc on a besoin de gens avec nous, typiquement Vendredi, qui est bien mieux sachant que nous sur les sujets de RSE, pour être capable d'avancer sur tous les impacts en parallèle avec nos clients. Et donc peut-être juste pour boucler la boucle, nous on travaille avec Vendredi, qui est notre plateforme d'engagement collaborateur. Donc tous les collaborateurs chez Foodles ont 2 journées à faire dans l'année au bénéfice d'une association, donc gérée par cette plateforme. Et Axio, on travaille avec vous sur une réflexion, du conseil sur des schémas en fait pour prendre des décisions de schémas de transport, etc. Nous, on a tout un volet opération, logistique, etc. Qui est assez important. Et donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler pour le moment. Voilà. On avait un premier point peut-être dans cet échange autour de justement comment faire pour concilier le côté valeur actionnariale de l'entreprise et l'action collective qui peuvent paraître un petit peu antinomiques. On se rend bien compte que c'est pas forcément les mêmes objectifs et en quoi du coup ça rend le passage à l'acte un peu plus difficile. Si on réfléchit un peu à cette question, on se dit que en gros depuis une 50aine d'années, les entreprises se sont développées plutôt avec le prisme de la création de valeur. Et création de valeur pour cette époque-là, ça veut dire développement de business et développement de ce qu'on peut offrir aux actionnaires des entreprises. Et finalement, ça s'est un peu parfois limité à ça. Alors, c'est pas un jugement de valeur, c'est plutôt une étape dans le développement économique et social. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis, peut-être, je sais pas, je dirais le Covid, mais même un peu avant, les gens et les entreprises commencent à vraiment réaliser que les choses ont changé et que le côté création de valeur, c'est aussi, et on peut peut-être même dire surtout, le côté responsable. Et donc aujourd'hui on parle d'innovation responsable, là où avant une innovation c'était fait pour développer du business. Aujourd'hui une innovation elle est scrutée sous l'angle de la RSE de manière générale, c'est-à-dire en gros est-ce qu'elle a un impact positif sur l'environnement, sur le social, un peu toutes les conséquences éthiques, etc. Donc on parle de nouvelles mesures de la valeur et c'est ce en quoi du coup le prisme a complètement changé. Et du coup, en repensant ce prisme, l'entreprise elle-même doit se repenser dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de travailler.
De se dire, du coup, c'est le collectif, c'est ce qu'on fait ensemble qui nous permet de créer davantage de valeur, mais encore une fois, ensemble, parce que l'innovation responsable, on ne peut pas la faire seule dans sa petite salle de laboratoire. Il faut vraiment pouvoir cohabiter avec l'ensemble des fonctions dans l'entreprise. C'est à toi. Merci. Et pour compléter, sur les éléments qui font que c'est compliqué pour les entreprises de passer à l'action, et là je vais prendre un prisme un peu plus orienté climat et carbone que, on va dire, RSE au sens large, il y a un premier point, c'est que c'est des sujets qui parfois sont déjà difficiles à quantifier. Donc on dit mettons un prix au carbone, mais déjà mesurer le carbone, c'est pas évident. Et après, si on commence à parler d'autres sujets comme la biodiversité ou des sujets d'égalité, d'inclusion au travail, etc., on a du mal à avoir un discours, on va dire, héroïste ou rattacher ça à une équation économique avec laquelle les entreprises sont habituées. Ce fait qu'on se retrouve en COMEX avec des arbitrages qu'on va avoir du mal à soutenir parce qu'on a du mal à expliquer pourquoi c'est la bonne action, alors qu'on en est tous convaincus, simplement c'est difficile d'avoir les chiffres. Donc il y a un effort collectif de tous les acteurs à être transparents sur là où ils arrivent à avancer, à mieux comprendre les choses, à quantifier, parce que ça aide tout le monde. Donc c'est vraiment un sujet qui est un peu antinomique avec la concurrence. Normalement, on fait des choses dans son coin, c'est un avantage compétitif. Sur les sujets RSE et en particulier carbone, il faut en fait être le plus transparent possible pour aider les autres acteurs à eux aussi arriver à progresser. Ensuite, il y a un point plus macro et qui dépasse largement les entreprises, c'est qu'on a un peu un concept que j'aime bien, c'est le triangle de l'inaction. C'est un prof à l'ESCP, Pierre Perretou, qui l'a inventé. En gros, il dit il y a tout le monde entre les entreprises, les consommateurs, citoyens et les politiques qui se regardent en chien de faïence. Les entreprises disent mettez-nous des réglementations parce que nous, on répond aux demandes de nos clients, sinon on n'est pas rentable. Les politiques disent les gens ne sont pas prêts à vraiment faire une transition et je ne vais pas plomber les entreprises, sinon le budget de l'État ne va plus. Et les citoyens, ils disent moi, mon pouvoir d'achat, je veux bien consommer responsable, mais je n'ai pas non plus des solutions infinies. Donc en fait, tout le monde se regarde en chien de faïence et à la fin, rien n'avance. On est obligé, en tant qu'entreprise, d'avoir un discours vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses clients, des politiques qui s'engagent pour en fait un peu sortir de l'ornière, sinon on est sûr de ne pas être dans le timing et de ne pas s'en sortir. Sur le sujet de climat en particulier, c'est un peu le parangon du sujet impossible à résoudre parce que c'est pas une pollution locale, le CO2. C'est pas un problème pour l'atmosphère. Ici, il y a 2 fois plus de CO2 qu'il y a 150 ans dans cette salle. C'est gênant pour personne. Par contre, au niveau climatique mondial, c'est très gênant. Dans 30 ans, pour des gens à l'autre bout du monde. Du coup, comment on se coordonne ensemble pour réduire nos impacts ? On n'a aucun intérêt à court terme à le faire. Donc ça veut dire qu'il faut prendre un peu de recul et se projeter dans un temps long. Quand je dis long, c'est à plusieurs décennies, qui n'est pas l'horizon de temps des entreprises, se projeter dans d'autres secteurs, se projeter en amont, en aval de sa chaîne de valeur. Et c'est ça qui fait que c'est très compliqué de réfléchir sérieusement sur ces sujets climatiques. Donc c'est pas un hasard que ça fait 30 ans qu'on n'arrive pas vraiment à traiter correctement le sujet. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on voit quand même le sujet commence à être pris un peu par tous les bords. Il n'y a pas juste une manière de commencer à vraiment le traiter. Il y a les politiques qui commencent à bouger, les réglementations qui bougent, les demandes consommateurs, les investisseurs, etc. Et on a quand même un vrai effet générationnel avec des entreprises qui arrivent et qui... Foodle est un bon exemple, Vendredi également, nous aussi on est encore plus jeunes, où en fait by design on a envie de faire bien les choses et de ne pas faire bien les choses juste chez nous, mais pour des services qui vont être déployés largement. Et donc ça met un petit aiguillon sur des acteurs historiques qui ensuite ont plus de moyens et veulent potentiellement reprendre des innovations qu'on a eues. Tant mieux, parce qu'en fait ça va permettre à tout le monde de bouger plus rapidement. Et avec ça, j'ai un peu expliqué nous comment sur la partie carbone on voit où sont tous les nœuds et comment ils commencent à être progressivement un peu résolus. Merci. Pour compléter, moi je voulais revenir sur le terme de responsabilité, parce que je pense qu'en lui-même, il peut être un frein et une des raisons pour lesquelles les entreprises ont encore du mal à agir. Alors même si quand on dit qu'elles ont du mal à agir, c'est à remettre dans le contexte où aujourd'hui elles y sont quand même obligées sur pas mal d'aspects. Donc quand je dis elles ont du mal à agir, c'est pas seulement passer à l'action parce qu'elles le font, elles y sont obligées, mais c'est comment
elles sont empêchées d'aller plus loin, d'accélérer plus tôt. Le terme de responsabilité, il est à la fois important parce que intrinsèquement, il y a de l'importance de la prise de conscience que c'est important. On est responsable de quelque chose, ça veut dire que ça a son importance. Mais néanmoins, je pense qu'il a deux conséquences plus négatives. La première, c'est que la responsabilité, c'est quelque chose qui est assez tourné vers soi. Donc, une entreprise qui doit être responsable, elle est responsable de ses actions. Et donc, c'est l'inverse de l'action collective, justement. Et le deuxième, c'est que le terme en lui-même, je le trouve assez péjoratif, voire négatif, et à l'inverse de l'innovation, parce que être responsable, par essence, c'est un peu conservateur finalement. C'est ne pas aller trop loin. Quand on dit qu'il faut être responsable, un adulte responsable, c'est un adulte qui sait bien faire les choses et qui sort pas trop de sa zone de confort quelque part. Et donc je trouve ça intéressant de questionner ce terme. Alors moi je crois pas mal au pouvoir des mots, et parler de responsabilité sociétale des entreprises, est-ce que c'est un frein en lui-même au fait d'accélérer cette même responsabilité sociétale? Je ne sais pas. En tout cas, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que la RSE, dans beaucoup d'entreprises, notamment dans les entreprises qui doivent mettre en place des actions depuis un certain nombre d'années déjà, elle devient un peu poussiéreuse, un peu aussi dure à accélérer. On atteint un espèce de palier où on n'arrive pas à aller plus loin, et je pense que beaucoup d'entre vous ayant été confrontés à cette espèce de palier où on se dit ok, maintenant qu'on a atteint ça, comment on avance encore plus. Et moi, je pense qu'elle a profondément besoin d'être repensée. Et si on veut jouer sur les mots à nouveau, moi je pense qu'une bonne façon potentiellement de penser autrement la RSE, c'est de l'avoir plutôt en termes d'impact. On en parle beaucoup, et c'est aussi l'arrivée de ces fameux nouveaux métiers depuis déjà quelques années de Chief Impact Officer, qui est un terme très start-up, mais qui porte quand même quelque chose d'intéressant, qui est de dire en fait on n'est plus des directeurs, directrices RSE, donc responsables, mais on est des Chief Impact Officer. Alors en plus c'est C-level, il y a un aspect start-up intéressant, mais en plus de ça on parle d'impact, et parler d'impact ça veut dire quoi? Pour moi c'est quelque chose de très concret, et j'y reviendrai sur qu'est-ce que c'est l'impact concret d'une organisation, mais voilà, je trouvais ça intéressant de se dire que la notion d'impact, elle peut nous permettre aussi de repenser ça et peut-être de lever ces freins à l'action collective. Voilà. Merci Héloïse. Et du coup, merci pour la transition, parce que c'est parfait. Là, on a dit des choses qui étaient, où on expliquait qu'il y avait quand même pas mal de contraintes, pas mal de contradictions, etc. On va essayer d'aller un petit cran plus loin et d'être un peu plus positif, parce qu'on est quand même là pour ça. Si on prend le sujet à l'inverse, on se dit tous que, ok, l'innovation, on a tous envie d'y contribuer, etc. Mais si on le fait sous le prisme de l'impact, justement, en se disant, les collaborateurs de l'entreprise peuvent avoir cet impact, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne des effets? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux? Donc ça, c'est vraiment une question qu'on s'est pas mal posée, nous, chez Foodles. Peut-être en grossissant surtout, parce que avoir de l'impact quand on est 50, 100, c'est assez, c'est plus facile à monitorer, à mettre un cadre, etc. Quand on commence à être plus nombreux, il faut commencer à mettre des règles, une façon de fonctionner, un focus qui est fait là-dessus ou pas. Donc ça a été une vraie interrogation, et clairement on a fait des choix, des partis pris, notamment vendredi qui a fait partie de nos décisions, mais on se rend compte que du coup tous ces collaborateurs engagés, en fait ils ont déjà un impact positif, parce que ils véhiculent nos valeurs, c'est des collaborateurs qui sont encore plus motivés, encore plus performants, parce que tous les jours ils arrivent au travail, ils sont contents, alignés avec les valeurs, ils les portent dans leur quotidien. Quand ils parlent de Foodles, je sais pas, à leurs amis, à leurs collègues, à leurs anciens collègues, à leurs prospects quand ils sont sales, etc. Et vraiment, ce côté engagé, je pense que c'est encore plus pour les jeunes générations. Moi, j'en fais pas partie, mais je vois bien que ça fait partie des sujets qui sont importants pour eux. Ces futurs collaborateurs ou ces jeunes collaborateurs, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils disent qu'ils peuvent contribuer à des projets en faveur des sujets RSE, qui contribuent parfois à des certifications en interne, des choses comme ça. C'est vraiment un facteur d'innovation et du coup par ricochet de développement aussi de l'activité, et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de se dire ok, il y a pas mal de contradictions, mais quand on retourne un peu le modèle, on se dit que c'est quand même hyper vertueux pour tout le monde.
Donc voilà, c'est vraiment un point important. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être, je sais pas, ça paraît peut-être un peu anecdotique, mais notamment chez Foodles, quand on s'est posé la question de la partie opérationnelle, donc livraison, préparation de commandes, réception des produits, la solution entre guillemets de facilité, c'était de faire appel à des prestataires extérieurs parce qu'il en existait plein. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça et voilà, c'est relativement simple. On s'est tout de suite dit, ok, c'est pas ça qu'on a envie de vivre en interne, c'est pas ça qu'on a envie de proposer à nos clients. Donc on va faire les choses différemment, on va embaucher des gens qui seront considérés, qui auront tous les mêmes avantages, qui seront engagés dans l'entreprise de la même façon, qui pourront contribuer à des projets, qui seront impliqués dans nos valeurs et qui probablement même ont décidé de ce que sont devenues nos valeurs. Donc ça paraît peut-être anecdotique de prendre ce genre de décision, mais en fait ça change beaucoup de choses dans un modèle. Et aujourd'hui, même si parfois c'est compliqué de gérer des opérations, ça je pense que tout le monde peut l'imaginer, que ça crée des contraintes, de l'incertitude, des problèmes potentiels, etc. C'est aussi beaucoup de valeur pour nous et beaucoup d'enrichissement et de complémentarité dans nos métiers. Je crois que là, Laurent, tu étais censé nous donner un exemple chez Decathlon. Tout à fait. Oui, donc pour Decathlon, c'est les parties d'entreprise qui sont très engagées, très en avant sur ces sujets. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'on voit que sur les sujets d'innovation, il y a plein de choses à dire dessus, mais on voit qu'il y a une vraie réflexion sur se dire qui va être responsable de quel sujet au sein de l'organisation et quelles nouvelles compétences vont devoir monter. Typiquement, les sujets d'éco-conception, ça va être les personnes qui designent les produits qui vont devoir acquérir cette compétence et pas les équipes RSE qui sont en transverse. Ce qui a des implications sur les outils en interne, donc ça impacte la roadmap IT parce qu'il faut faire des nouveaux développements pour que les ingénieurs aient accès aux bonnes données pour faire les bons arbitrages. Et ensuite, ça pose des questions de gouvernance de l'entreprise et de stratégie de l'entreprise et de portefeuille produit. Si on se dit qu'on renouvelle les baskets tous les 3 ans et qu'on veut réduire l'empreinte carbone à horizon 2030 de 50%, ça veut dire qu'on a 2 ou 3 cartouches, donc 2 ou 3 nouvelles générations de baskets pour arriver à réduire de 50%. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur cette génération de baskets, sur celle dans 3 ans, sur celle dans 6 ans? Donc on voit que tous les sujets d'innovation vont avoir des impacts sur les métiers, sur les outils, sur les KPI qu'on va devoir suivre. Et ultimement, on se rend compte que ça nécessite également d'impliquer beaucoup plus fortement ses consommateurs, mais j'y reviendrai, et ses clients pour être capable de proposer des innovations qui soient acceptables par le marché, parce que sinon, on peut proposer le meilleur produit du monde et il est 3 fois plus durable, mais si un consommateur ne le croit pas et pas prêt à payer 2 fois plus cher, en fait, la boîte, elle est plantée. Du coup, c'est un bon exemple de vision assez avancée, assez intégrale, où on voit que c'est pas juste la RSE qui doit, dans son coin, proposer une roadmap. Ça a des impacts profonds sur l'organisation, les compétences et la stratégie de l'entreprise. Et c'était le petit intermède. Merci, Laurent. Merci. Moi, je voulais revenir sur le terme d'impact et de comment on pense l'impact du coup en tant qu'entreprise. Moi, quand j'ai commencé du coup mon poste sur la RSE en interne chez Vendredi il y a bientôt 1 an, j'ai essayé de penser un peu une cartographie des impacts qu'on avait en tant qu'entreprise. Alors très grossièrement, juste pour me rendre compte. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on avait un peu 3 grands pôles d'impact. Le premier et le plus important, nous, c'est l'impact de notre business model. Bon, ça tombe bien parce qu'on aide des entreprises à se transformer, donc c'est quand même assez chouette, c'est un gros impact. On en a déjà parlé de l'impact du business model, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais les 2 autres, c'est l'impact qu'on a sur nos équipes, parce que pour le coup, on est une entreprise, on a tous des équipes et c'est notre plus... Voilà, on parle de ressources humaines, en effet, c'est une des ressources les plus importantes, donc il y a un impact très fort là-dessus et j'y reviendrai. Et il y a ensuite l'impact qu'on peut avoir en extérieur sur notre écosystème, sur les autres entreprises, sur peut-être même le débat public, si on va encore plus loin. Sur ce premier impact auprès des équipes, je trouve que c'est très intéressant de penser ça en tant que, justement sous le prisme de l'innovation sociale, l'innovation même managériale, c'est-à-dire comment on peut penser l'impact positif qu'on va avoir sur nos équipes et comment ça peut amener différentes innovations, différentes actions mises en place sur le sujet. Et pour ça,
il y a une nécessité qui est hyper forte, c'est d'écouter ses salariés et de les embarquer dans cette dynamique-là. Nous, notre motto chez Vendredi, ce qui nous tient vraiment aux tripes et ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait, c'est qu'on est convaincus que l'entreprise, elle ne pourra pas se transformer si elle n'embarque pas durablement ses salariés dans cette démarche-là. Pourquoi ? C'est très simple. Quand on veut faire des changements, quand on veut dire à partir de maintenant, vous allez devoir, mesurer l'empreinte carbone de chacun de vos produits ou mettre en place telle action, mais même des actions basiques comme passer aux gourdes, on doit d'abord les convaincre, on doit d'abord les sensibiliser, on doit d'abord faire en sorte qu'ils soient acteurs de cette démarche, qu'ils soient prêts à faire ces changements. Et donc la mobilisation, ça passe par là, et les actions qu'on va mettre en place en termes d'innovation là-dedans, elles doivent être pensées sur ce prisme-là. Et moi, je voulais reparler d'engagement solidaire, même si tu en as déjà parlé. Pour moi, c'est... Alors, est-ce qu'on peut parler d'innovation en termes d'engagement solidaire ? Je ne sais pas. Les associations, elles sont là depuis très longtemps, mais en tout cas, la façon dont une entreprise va permettre à ses salariés de s'engager sur leur temps de travail pour des projets solidaires, pour moi, c'est quelque chose de profondément nécessaire et important. Et qu'est-ce que ça fait auprès des salariés en termes d'impact ? Comme tu l'as dit, ça fait des salariés qui vont être plus engagés, qui vont être plus convaincus aussi de ce qu'ils font parce que plus alignés avec leurs valeurs. Et donc on y revient sur cet impact, l'impact positif. Moi je pense que c'est très important de penser les choses de cette façon. Comment je vais maximiser l'impact positif de mon entreprise sur mes salariés ? Et pour terminer, sur la partie impact extérieur, déjà, il ne faut pas oublier qu'on est en société et que dans un monde mort, l'entreprise ne sert plus à rien. Donc, quand on réfléchit aussi à ces démarches d'impact, il ne faut pas oublier ça, évidemment. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que nous, dans notre stratégie RSE, il y a un pilier qui est assez important, qui est d'inspirer autour de nous. Quand on parlait tout à l'heure d'action collective, c'est entièrement ça. En fait, on fait tous des choses, on innove, on a plein de bonnes idées, sûrement, qui parfois elles marchent, parfois elles marchent pas. Et en fait, on en parle assez peu en externe. Les retours d'expérience sur les innovations, ou en tout cas même les expérimentations qu'on va avoir en interne sur des innovations sociales auprès de nos salariés, sur même des tests divers et variés. Et moi, je suis convaincue que ça, il faut le rendre visible, il faut s'en parler, il faut le montrer et il faut qu'on puisse avoir des retours d'expérience là-dessus. C'est notamment pour ça que chez Vendredi, on a créé une communauté qui s'appelle Impact at Work, qui regroupe plein de responsables RSE. Et l'idée, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience sur ces sujets, parce qu'il n'y a que comme ça que pour moi, on ira plus loin. Et donc, c'est un peu une invitation, chacun et chacune d'entre vous, de ne pas hésiter à parler de vos victoires et de vos défaites, de ces apprentissages, publiquement. Alors publiquement, ça peut être dans plein de sphères différentes, évidemment, mais pour qu'on puisse s'inspirer, pour qu'on puisse collectivement aller plus loin. Merci. Et donc, ce qui est assez parfois déroutant si on parle d'impact et de comment les entreprises vont innover sur des sujets d'impact, c'est qu'en fait, il y a un peu une tension entre... on a envie de cadrer les choses, d'avoir une gouvernance, de s'assurer qu'on est capable de quantifier, de mesurer son impact, c'est même dans le terme, et en même temps, on est sur des sujets où il y a énormément de choses à inventer, où il faut être capable de se projeter, justement, pour faire ce qu'on disait à l'instant. Vu qu'on n'est pas les seuls à devoir bouger dans son secteur, il faut imaginer un secteur qui évolue et se dire comment on va contribuer à ces changements. Donc pour creuser ce deuxième point qui est, à mon avis, pas assez évoqué, quand on prend le sujet climat, mais ça s'applique également très bien au sujet de biodiversité, si on veut être sérieux sur le sujet, il faut se projeter dans un monde à horizon 2050 qui est radicalement bas carbone. C'est-à-dire que ce n'est pas juste mon entreprise qui est décarbonée, mais c'est également tout le reste du monde. Donc en amont, en aval, dans les autres secteurs, etc. Et idem pour la biodiversité, si on se dit qu'on est sérieux sur le sujet, ça veut dire qu'on a un certain nombre de choses qu'on se refuse de faire et qu'on laisse à la nature pour qu'elle soit préservée. Donc le fait de faire un peu ce bond et de se projeter à un horizon de temps qui n'est pas celui, une fois de plus, d'une entreprise. On raisonne à 5 ans, 10 ans. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où on a des horizons d'investissement très longs, mais l'entreprise de service ou de petite industrie moyenne, elle ne peut pas raisonner à plus de 10 ans. Le fait de se projeter à cet horizon-là, ça permet de se dire qu'est-ce que je pressens comme signal faible en termes d'évolution de la société
et qu'est-ce que je peux commencer à pousser, à tester comme innovation qui a de l'impact, pour prendre le terme consacré, pour en fait contribuer à ce que ça aille plus vite dans la bonne direction. Et ça s'applique à tout. Ça peut s'appliquer à la sobriété dans le numérique. Je suis designer de site web. On sait qu'un des impacts majeurs sur le numérique, c'est pas les emails, mais c'est la vidéo. C'est très à la mode d'avoir des sites avec plein de vidéos qui se lancent tout de suite. C'est quoi un design souhaitable de site qui soit éco-conçu et très léger? Si je suis le seul à le faire, peut-être que ça va pas le faire. Si on le fait tous, ça devient la nouvelle norme sociale, et donc on finira avec un web qui sera globalement plus rapide. On n'aura pas besoin d'avoir un iPhone ultra moderne pour faire tourner une application qui tournait très bien il y a 10 ans sur un truc 10 fois plus ou 100 fois moins rapide. Donc ça, c'est un exemple sur le numérique. On peut dire la même chose sur la mode. Il faut rendre souhaitable d'avoir des produits qu'on garde plus longtemps, qui sont plus réparables, plus facilement réparables. On peut dire la même chose sur l'alimentation. Là, il y a la lame de fond sur l'alimentation végétarienne et végane. Il faut que ça soit un peu plus sexy que de la poudre d'insectes en bouteille, le fait de devenir végane. Idem pour, là on en parle sur les sujets d'électrification des transports et d'optimisation des transports. On ne va pas revenir à la charrette à bœuf. Du coup, il va falloir optimiser nos actifs, avoir des véhicules plus légers, électrifiés quand ça a du sens, ou sinon au biogaz, ou sinon à l'hydrogène, et faire un peu des paris sur comment on veut que le monde soit dans 30 ans, pour envoyer un signal à ses partenaires comme quoi on veut avancer dans cette direction, on est prêt à communiquer, investir, co-investir et construire ensemble des solutions là-dessus. Et là, j'y viens, et c'était un peu ce que j'avais rapidement évoqué avec l'exemple de Decathlon. On va avoir ce sujet d'innover, pas tout seul, parce qu'on doit le faire, vu que on parle de changer la manière dont fonctionne son secteur ou fonctionne sa chaîne de valeur. On ne va pas y arriver tout seul. Donc, il faut en parler avec ses confrères, il faut en parler avec ses fournisseurs, leur dire au début, j'ai besoin d'aide, mais pour info, dans quelques années, ça sera impératif de travailler comme ça, sinon vous serez déréférencés. Ça dépend si on est face à un monopole ou si on est face à plusieurs acteurs qu'on peut mettre en concurrence, mais il y a quand même cette démarche de mettre la pression sur ses fournisseurs. Et il y a en parallèle expliquer à ses consommateurs, et plutôt qu'expliquer, engager le dialogue avec ses consommateurs pour comprendre qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouveau mode de consommation, parce que globalement il y a une attente latente de tout le monde pour arriver à manger plus sain, à avoir plus de temps pour soi, à apprendre à moins consommer et consommer des produits auxquels on a plus de rapport affectif. Donc globalement c'est une manière d'innover, toute cette éco-conception qui est assez différente de ce qu'on a pu voir par le passé, qui est beaucoup plus ouvert. Et c'est a priori la manière la plus efficace d'y arriver, même si c'est beaucoup plus exigeant, parce que ça veut dire qu'on s'autorise à essayer des choses, que ça peut prendre plus de temps à fonctionner, mais on ne voit pas trop quelle peut être l'alternative. Sinon, on reste bloqué dans l'univers d'innovation qui est autorisé par la situation actuelle, qui n'est pas pérenne. Donc on est obligé d'un peu élargir le spectre et de travailler différemment. Et du coup, maintenant, je te fais la transition vers Bicorp, mais sans vraie transition. Du coup, je te laisse enchaîner. Vous voyez, on est assez scolaire. Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression... Bon, déjà, il y aura un quiz à la fin pour savoir combien de fois on a dit impact. Mais du coup, on a dit beaucoup impact, on a dit beaucoup ensemble. Et un peu la synthèse de ça, c'est que on a tous les trois, nos trois entreprises ont pris... les mesures, des plans d'action, etc., pour être certifiés Bicorp. Nous, on l'est tout récemment, ça fait 15 jours à peu près. Donc c'est quelque chose qu'on a annoncé cette semaine. Et on se rend compte qu'en fait, c'est toujours cette même logique de s'entourer aussi d'acteurs qui ont un peu les mêmes standards que nous, ou en tout cas qui veulent s'améliorer. Ça tombe pas comme ça, Bicorp. C'est évidemment... c'est un questionnaire de 200 questions, c'est très très exigeant, c'est un scope très large sur toutes les activités de l'entreprise. Donc nous, je sais que chez Foodle, ça a été beaucoup de travail, et pas depuis hier, depuis toujours. J'imagine que pour vous, ça a été exactement pareil. Mais voilà, une fois qu'on accède à ce cercle, entre guillemets, on a tous l'intention que le cercle soit évidemment le plus large possible. Et puis de s'entraider, de se poser des questions, de se dire moi j'ai pensé à ça, j'ai innové sur tel truc, toi qu'est-ce que tu as fait? Et c'est marrant parce que nous on a annoncé hier ou avant-hier, j'ai un doute, qu'on était Bicorp, avant-hier, hier.
Et j'ai déjà reçu 3 mails aujourd'hui de dirigeants d'entreprises Bicorp disant « Ah, c'est marrant, j'ai vu que vous avez fait tel sujet, comment est-ce qu'on pourrait... » Voilà, et c'est vraiment super chouette, engageant, ça donne envie de se dire on s'est donné du mal et on l'a tous fait. Et tant mieux, parce qu'en fait, on va peut-être mettre notre petite pierre à l'édifice pour faire changer les choses. Donc c'est la synthèse de impact et ensemble. Je pense que on peut dire qu'on a tous, on a fait cet effort pour aller vers Bicorp et on en est, je crois, tous très fiers. Nous, on a juste complété aussi le côté Bicorp par le fait d'être entreprise à mission. C'était relativement évident entre guillemets parce qu'on avait un business model encore une fois et une façon d'approcher notre activité qui était déjà où la mission elle était sous-jacente, fournir des repas à bas prix pour le plus de collaborateurs possible. C'est vraiment c'est déjà en soi une mission sociale. On vend de l'alimentaire, on vend pas des iPhones, tu en parlais. Donc c'est plutôt je pense encourageant de se dire ça que on a encore plein de choses à faire mais on n'est pas tout seul et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des envies et qui ont cette innovation chevillée au corps toujours avec la même question et je ne dirais pas impact. Je ne sais pas si vous voulez rajouter une petite conclusion, Héloïse. Ouais. C'est la conclusion avant de passer à vos questions, je crois, c'est ça. Non, mais c'est en effet sur Bicorp, ça fait sens et je trouve que le mot que t'as pas dit par rapport à Bicorp, non, ça pourrait. C'est communauté du coup parce que Bicorp, mais comme plein d'autres communautés qui existent, il y a cette notion de partage qui est très fort. Et je l'ai déjà dit, je vous ai déjà invité à partager, mais il y a aussi collaborer en fait, parce que là, par exemple, vous voyez bien, on n'est pas du tout, on fait des choses très différentes et juste le fait de prendre la parole ensemble, c'est déjà un pas vers l'autre, un pas vers la collaboration. Et même entre entreprises qui ne sommes pas forcément dans les mêmes secteurs, pas forcément sur les mêmes modèles, sur les mêmes ce qu'on propose est très différent. C'est vraiment intéressant de se rendre compte de ce qui se passe chez les uns, chez les autres, et de penser collectivement des projets, comme cette table ronde, mais comme plein d'autres projets qui pourraient émerger. Et je pense que ProDurable, c'est vraiment une invitation aussi à ça. Donc voilà, partager et collaborer. Je pense qu'on peut passer aux questions, si ça va pour tout le monde. Merci. Je propose une autre façon de voir le mot responsable, peut-être un peu plus positif pour le public ici. Je dirais en anglais, c'est response-able. Donc, c'est les compétences, les capacités de pouvoir répondre. Donc, je pense que ça va main en main avec l'innovation. Voilà. Donc, pour pas être contraint, cette contrainte d'être conservateur et voilà. Les questions que je voulais poser, c'est est-ce que Fooders, donc on a parlé un peu que maintenant vous êtes dans la communauté Bicorp, donc bravo. Est-ce que vous parlez avec je ne sais pas si vous avez vraiment des concurrents pour justement faire de l'innovation? Oui, tout à fait. C'est un marché où il y a plein d'acteurs différents, donc il n'y a pas vraiment des concurrents qui font exactement, évidemment, la même chose que nous. Mais il y a des acteurs engagés. Et évidemment, ces acteurs engagés, comme le disait Héloïse, ils sont dans la transparence, il y a beaucoup d'échanges avec eux. Nous, il y a certaines entreprises avec qui sont, on va dire, des concurrents, même si c'est pas exactement le même modèle, avec qui nous, on échange beaucoup de choses. Notre responsable RSE est en contact avec eux. On se partage des idées de plans d'action. On teste des choses. Parfois, on fait des mini-actions de, entre guillemets, lobbying, pour essayer de porter notre message, pour faire avancer des sujets. Je pense notamment à toute la question sur les contenants. Il y a plein d'interactions en effet avec des sociétés du même secteur. Et heureusement. Il nous reste à vous remercier pour votre présence. C'était très agréable de pouvoir intervenir devant vous tous ensemble. On vous souhaite un beau salon ProDurable. Évidemment, à votre dispo, chacun, si vous souhaitez échanger. Il y a d'autres personnes de nos entreprises respectives
dans la salle. Donc n'hésitez pas. Et merci encore.